Bienvenue à cette grande édition du journal, à la présentation Patrick Nilidandé. Passons tout de suite à l'essentiel de l'actualité. Au moment où les activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis se poursuivent un peu partout dans le pays, les rescapés du génocide en district de Nyarugenge souhaitent qu'un monument historique soit érigé là où se trouve le camp de Kigali, car il a joué un rôle important dans le massacre de nombreux Tutsis pendant le génocide. Le détail avec Jean-Damascène Manichim. Les rescapés du génocide dans le district de Nyarugenge dans la ville de Kigali déplorent l'attitude de certains gens qui cachent encore les informations sur le génocide commis contre les Tutsis, ce qui retarde l'inhumation en toute dignité des victimes tuées pendant le génocide. Les analystes estiment que de tels comportements handicapent le processus d'unité et de réconciliation. Ces points de vue ont été réitérés ce dimanche, alors que le district de Nyarugenge commémorait pour la 28e fois le génocide commis contre les Tutsis en 1994. C'est dans ce district que se situait le camp Kigali, qui a beaucoup encouragé les miliciens Interahamwe dans les massacres pendant le génocide. Les rescapés de Nyarugenge ont montré que la date du 10 avril 1994 rappelle une mort atroce des Tutsis de Nyarugenge, ajoutant que les tueries avaient tout de même commencé bien avant. Les rescapés souhaitent qu'un mémorial soit érigé au camp Kigali pour perpétuer la mémoire des génocides contre les Tutsis dans ce lieu de façon particulière. La vice-présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais, Mme Eda Mukabagwiza, a mis l'accent sur le processus d'unité et réconciliation privilégié par le Rwanda dès l'arrêt du génocide contre les Tutsis. Il a déploré le fait que certaines personnes continuent malheureusement de cacher les informations relatives au massacre des Tutsis dans divers endroits, lesquelles informations permettraient tout de même de retrouver les corps des victimes pour les inhumer en toute dignité. Les autorités du district de Nyarugenge rassurent qu'elles sont conscientes de l'importance d'avoir un monument historique au camp Kigali, car c'est une façon de conserver l'histoire du génocide contre les Tutsis pour qu'il ne se reproduise plus. La suite de ce journal, la population du district de Ngororero, à l'ouest du Rwanda, se félicite du progrès réalisé dans l'unité et la réconciliation, car le district dispose déjà d'une coopérative agricole qui rassemble les rescapés du génocide, ceux qui ont participé à ces génocides et ceux qui ont combattu aux côtés des miliciens communément appelés Abachengezi au Rwanda. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Imyumviremiza, ou littéralement une bonne compréhension en français, c'est le nom donné à une coopérative d'agri-élevage dans le district de Ngororero, c'est à l'ouest du Rwanda. Ces dernières pratiquent entre autres la pisciculture. Cette coopérative a pu rassembler les anciens militaires des forces armées rwandaises et ceux qui se sont rendus coupables des crimes de génocide comme Emmanuel Bazambonahe, qui a déjà été libéré après avoir purgé une peine de 10 ans d'emprisonnement. À ces deux groupes s'ajoutent les rescapés du génocide contre les Tutsis dans cette localité de Ngororero. Pour ces derniers, la satisfaction est totale, puisque Ngororero a pu asseoir l'unité et la réconciliation, ou quoi que ce soit est long chemin et périlleux. Les membres de la coopérative Imyumviremiza indiquent que les différentes sessions de formation sur l'unité et la réconciliation organisées au sein même de la coopérative sont à la base de ce succès. Grâce à la coopérative, affirme-t-il, ils ont pu secouer le joug de la peur et œuvrer ainsi ensemble pour leur développement. Malgré le passé sombre qui a rendu possible le génocide contre les Tutsis dans cette localité de Ngororero, les membres de la coopérative ont réussi à s'entendre parfaitement et en signe de concorde et de bonnes relations, ils sont même liés par des mariages entre familles. Dorcas Mohawenimana, présidente de la coopérative Imyumviremiza, affirme que le pas franchi dans l'unité et la réconciliation est à la base du développement qui s'observe dans cette localité. La coopérative dénommée Imyumviremiza compte actuellement 70 membres qui s'adonnent surtout à la pisciculture et à la culture du café.
Parmi les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, il y a eu les femmes et les enfants. Intéressons-nous d'abord aux femmes qui ont été sérieusement tuées pendant ces génocides. Suivez ce reportage. Au site mémorial de Kigali à Gisozi reposent plus de 250 000 victimes du génocide commis contre les Tutsis. Parmi les photos qui s'y trouvent, on peut voir de nombreuses femmes exterminées avec leurs familles. Massacrer les femmes et les enfants pendant le génocide ne visait qu'à décimer totalement la famille. Le génocide qui a été perpétré contre le Tutsi visait plus particulièrement les femmes et les enfants. Ça a été très meurtrière, beaucoup plus, parce que visait systématiquement les femmes, avec bien sûr les viols systématiques, comme vous l'avez déjà vu. Ça a été l'une des raisons de s'assurer que l'avenir des ciblés ne serait jamais eu lieu. Donc, ceux qui commettaient le crime du génocide voulaient absolument s'assurer qu'après avoir massacré les femmes, tué les femmes et les enfants, l'avenir de ceux qui étaient visés serait complètement ruiné. Et ça se voit aussi sur ces viols systématiques qui étaient en cours pendant le génocide. Ça a été l'un des forces de ceux qui commettaient le génocide. Oui, et le but maléfique et ultime de ceux qui commettaient ces crimes de génocide. Ça a été très meurtri à cause de cette perte, parce que normalement, la femme est considérée comme la raison de vivre. Elle est considérée comme l'origine de l'éducation, surtout, plus particulièrement en Afrique. Les femmes rescapées du génocide contre les Tutsis gardent en mémoire les pires atrocités qui se sont abattues sur elles pendant le génocide. Pour elles, la femme a été meurtrie doublement. Celle qui n'a pas été violée était soit enceinte ou portait l'enfant au dos. La femme a été tuée plusieurs fois, indique-t-elle. Les analystes sont unanimes à dire que le massacre et le viol des femmes ont été l'arme la plus redoutable des génocidaires. Pour Madame Ingabire Marie Immaculée, le viol est le crime le plus dégradant et le plus humiliant pour une femme. En dehors de ça, aucune autre pratique n'est aussi poignante que le viol. Malgré ces atrocités abominables, les femmes rescapées du génocide n'ont pas cédé au désespoir et continuent de lutter pour faire vivre leur famille et honorer leurs engagements comme parents. Ça a été, je dirais que ça a été non seulement émouvant, mais ça a été aussi très encourageant de voir les femmes, les veuves qui étaient restées sans une assistance presque de tous les côtés. Elles devraient elles-mêmes combattre pour assurer la survie de leur propre famille, mais d'elles-mêmes. Et elles sont allées au-delà de ça. Ça a été une force de résilience très remarquable par le fait qu'elles allaient même collecter et chercher les orphelins des autres familles pour les amener à la maison et encore fonder un foyer. C'était d'abord une cicatrice qui ne serait pas facilement refermée, mais avec la présence de mamans, des femmes, ça générait toujours l'espoir, surtout pour les jeunes gens qui ont survécu le génocide. Certains endroits au Rwanda sont tristement célèbres à cause des atrocités portées contre les femmes pendant le génocide contre les Tutsis. C'est le cas de la localité dénommée Ibambiro, dans le secteur Kibirizi du district de Nyanza, au sud du Rwanda. Là, plus de 400 femmes et enfants ont été sauvagement massacrés en 1994. La suite de ce journal, en 1994, Nyirandugutse Siforo était âgée de seulement 20 ans. Elle vivait en secteur Murambi du district de Karongi. Elle avait, à cette époque, sauvé d'une mort certaine un bébé âgé à peine de 3 mois, l'a ramené chez elle, à la maison, et l'a allaité. 28 ans plus tard, l'enfant est devenu adulte et marié. Suivez ce reportage. Cette histoire vraie se déroule
au mois d'avril 1994. Siforo, qui est âgé de 20 ans à l'époque, allait ramasser du bois du chauffage, comme ses parents l'avaient recommandé, et s'est rendu dans la forêt en face de la colline, en face de sa maison. Et dans cette forêt, il y avait un trou profond connu sous l'appellation Gikuoku. De nombreux Tutsis avaient été tués et jetés dans ce trou profond. Arrivé aux environs, Siforo a trouvé le bébé jeté au bord de ce trou, avec ses linges à côté. Quand je suis arrivé près du trou, j'ai vu un bébé. Je ne pouvais plus ramasser du bois de chauffage. J'ai plutôt choisi de porter le bébé sur mon dos et je l'ai ramené à la maison. Il avait l'air très maigre, à un point qu'il ne pouvait même plus pleurer. Et ses lèvres étaient extrêmement sèches. Je pense qu'il avait autour de 2 ou 3 mois, parce qu'il était tout petit. Alors s'est posé en elle un dilemme, la réaction de ses proches, lorsqu'ils verront qu'elle ramène un bébé. Et s'est même demandé si cela n'allait pas poser un problème à sa famille. À la maison, ils m'ont demandé d'où j'avais trouvé le bébé. Je leur ai dit que je l'avais trouvé au bord d'un trou. Ils m'ont alors demandé si je pourrais élever le bébé. Ils ne m'ont pas grondé. À la place, ils m'ont soutenu en me donnant du lait. Mon frère était parmi ceux qui tuaient pendant le génocide. Il n'osait pas toucher le bébé. Siforo était encore qu'une jeune fille et n'avait pas encore allaité un bébé auparavant. Cela faisait partie des défis auxquels elle était confrontée. C'était très difficile au début, mais c'est devenu possible. J'essayais de l'allaiter parce que rien ne sortait. Le bébé pouvait pleurer. Et mes seins sont devenus douloureux à force d'essayer. Par les miracles de Dieu, après quelques jours, ils ont commencé à produire du lait maternel. J'ai continué à l'allaiter, à le nourrir avec la bouillie. Et avec le temps, elle s'est habituée. L'enfant a grandi. Un peu plus tard, l'une de ses tantes l'a reconnue et l'a amené avec elle. Comme elle n'avait pas les détails des origines de ce bébé, Siforo a choisi de l'appeler Ninaoumuunu Florence. 28 ans plus tard, après les drames de 1994, Ninaoumuunu Florence vit à Kigali. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Florence connaît son histoire et considère Siforo comme la personne la plus précieuse de sa vie. Elle m'a dit qu'au moment où elle m'a choisi, ma mère venait d'être tuée. Je la considère comme une personne de valeur. Car alors que ses frères étaient des génocidaires, elle aurait pu me tuer, mais elle a plutôt choisi de me secourir. Le fait d'avoir été secouru quand j'étais bébé et que je suis maintenant mère de 2 enfants me rend heureuse. D'un côté, j'avais l'habitude d'être triste. Je me sens plus mal. Ma vie a changé. J'ai un commerce. Je vends des pièces de rechange, des véhicules. Les jeunes et les autres résidents de ce secteur ont récemment donné une vache à Siforo pour la remercier et plus récemment, elle a été nommée défenseur du pacte au niveau du secteur. Les voisins et les autres habitants qui connaissent l'histoire et les mariés de Siforo lui sont profondément reconnaissants pour son acte de gentillesse. C'était un acte d'amour et de gentillesse. C'est un témoignage pour moi aussi, même si à l'époque, nous n'étions que voisins. Ça me sert d'exemple de toujours faire le bien. Le secrétaire exécutif du secteur Murambi, Uimana Fanel, a déclaré que la recherche des corps des Tutsis tués et jetés dans ce trou se poursuivra. Il indique que ce que Siforo a fait devrait servir de leçon à la jeunesse, car elle était jeune à l'époque lorsqu'elle a posé cet acte. Quand vous jetez une pierre dans le trou, on dirait qu'il y a 1 kilomètre de profondeur, alors que nous cherchons
des restes dans d'autres cellules et villages, nous cherchons aussi ici. Ce qu'il a fait est héroïque. Nous encourageons les jeunes à faire des actes héroïques, tout comme elle l'a fait. La famille de Florence a été tuée. Sa tante l'a cependant amenée à Kigali par la suite, où elle vit toujours. Voilà, je vous invite à présent à suivre l'entretien de cette semaine avec un invité, Étienne Sanzimana, qui est le président d'Ibuka France. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Étienne Sanzimana, qui est le président d'Ibuka France. Le Rwanda commémore cette semaine pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a ce problème majeur de l'idéologie du génocide qui avance à grands pas, notamment en Europe, en France, dans le pays où vous vivez. Et quelles sont les stratégies que vous prenez, vous, en tant qu'activiste, dans la lutte contre l'idéologie du génocide pour combattre ces phénomènes? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Le négationnisme du génocide dit commis contre les Tutsis est une longue histoire. Et comme vous le savez tous, le négationnisme, c'est quelque chose qui naît avant le génocide, qui continue pendant le génocide et qui lui survit. Donc le négationnisme est un poison lent, mais virulent parfois. Et en Europe, il y a des gens assez connus qui véhiculent ce type de thèse. Mais si je peux faire une remarque, c'est que pour nous, en France, je ne pourrais pas vraiment affirmer que ça grandit de jour en jour. J'ai l'impression que ça a changé de forme et que ça a changé et que les négationnistes ont adopté d'autres stratégies. Au fur et à mesure qu'il y a des législations qui vraiment condamnent la négation du génocide et sa banalisation, au fur et à mesure que la société civile fait entendre sa voix et que cette fois-ci on ne laisse rien passer, chaque fois qu'il y a même un texte assez minime. Je ne sais pas si vous avez suivi le dernier procès il y aura l'appel peut-être, il n'a pas été encore prononcé, mais il y avait le procès de Natacha Polony, qui est journaliste, qui a tenu des propos que nous avons jugés qu'ils étaient passibles de passer devant la cour, le tribunal. Et donc maintenant, si vous permettez, qu'est-ce qui peut motiver une telle hargne d'une journaliste qui n'est pas directement impliquée dans les drames qui se passent au Rwanda? Alors, je sais qu'il n'est pas conseillé de parler d'un procès qui est toujours en cours, mais si je peux parler juste, en plus, moi, en tant que représentant d'Ibuka, je suis partie civile, donc je ne pourrais pas aller dans les détails, mais normalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande part de bêtises et d'ignorance, mais elle ne peut pas être taxée de bête ni d'ignorante. Donc c'est pour ça que nous avons été vraiment interpellés par ses propos, puisqu'elle les a encore répétés et qu'elle est rédactrice en chef d'un journal qui s'appelle Marianne, qui n'est pas à son premier coup d'essai, où il y a eu beaucoup d'articles publiés. Et ils publient largement des propos qui sont vraiment susceptibles d'être poursuivis. Et ils donnent la plume, ils donnent les pages de leur journal à des personnalités que nous connaissons, que nous combattons déjà, et qui ont écrit des livres, abjects concernant le génocide commis contre les Tutsis. Un génocide qui a été reconnu par les Nations Unies. Et est-ce qu'il n'y a-t-il pas de loi en France qui poursuivent ce genre de personnes? Ah mais oui, bien sûr. Donc c'est pour cela que j'ai commencé par dire que les négationnistes, maintenant, ils ne peuvent plus aller frontalement nier le génocide commis contre les Tutsis. Déjà, dans le milieu médiatique, ce n'est pas bien accueilli du tout. Dans le milieu académique, non, puisqu'il y a des thèses qui sont sorties, il y a des grands professeurs, il y a des personnes qui utilisent les mots justes, qui mettent vraiment le doigt sur la réalité de ce qui s'est passé au Rwanda.
Et c'est reconnu par l'ONU, c'est reconnu par le président de la République française. Le 7 avril, je le rappelle, c'est une journée nationale en France pour la mémoire du génocide commis contre les Tutsis. Donc c'est une journée nationale et même les préfectures, normalement, sont censées organiser quelque chose. Et on ne peut pas aller prendre un micro sans mettre sa réputation en péril et contester le génocide commis contre les Tutsis. Alors on cherche des acrobaties rhétoriques, on essaie de louvoyer et de dire, d'appeler « oui mais il y a eu un génocide contre les Tutsis, oui mais ». Alors que quand on parle d'un génocide, le mot « mais » doit être banni. On ne peut pas le... Après, on peut parler d'autre chose plus tard, mais dans la même phrase, c'est un minima une banalisation du génocide. Nous acheminons presque à la fin de cet entretien. Parlons juste de la réconciliation. Vous avez dû apprécier les efforts entrepris par le gouvernement rwandais pour réconcilier le peuple rwandais dans sa globalité. Et comment appréciez-vous ces efforts du gouvernement rwandais? Et aussi, quels sont les efforts qui sont faits au niveau de la diaspora en France et en Europe pour mettre beaucoup plus d'efforts dans cette réconciliation? Parce que nous pensons qu'au niveau de la diaspora, il y a encore du travail à faire. Oui, si on essaye de se comparer au Rwanda, je pense qu'il y a du chemin à faire. Peut-être parce que on s'est bercé d'illusions en pensant que le plus gros du travail était ici et qu'il n'y avait pas grand-chose, le risque n'était pas énorme dans les pays dans lesquels nous vivons. Mais il faut se rendre à l'évidence que beaucoup d'idéologues ne sont pas au Rwanda et que beaucoup de personnes qui banalisent, qui maintenant avec les réseaux sociaux, avec toute la virulence et à l'immédiateté de l'information qui peut être détournée et parcourir le monde en une fraction de seconde, nous voyons nous voyons que le chemin reste long et nous organisons quand même des colloques, des informations, nous organisons des visites depuis l'Europe vers le Rwanda en visitant les mémoriaux, en essayant de faire des échanges scolaires. On essaie vraiment d'aller dans ce sens-là. Mais je pense que nous avons beaucoup à apprendre des processus qui ont eu lieu au Rwanda. La vie en Europe veut qu'il y a beaucoup d'individualisme et les personnes sont beaucoup trop occupées à gagner leur vie et les moments de convivialité, souvent, on dépasse ces clivages, souvent, on se met tous ensemble, mais malheureusement, des fois, ça s'arrête là et on ne va pas en profondeur. Peut-être que les process qui ont été mis en œuvre au Rwanda et dans d'autres pays qui ont connu des drames pourraient nous être utiles. Merci beaucoup, Monsieur Étienne Sanzimana. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président du Buka France et que pendant cette semaine, vous commémorez avec les autres Rwandais les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Patrick. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce journal. Nous remercions l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette édition et nous vous souhaitons un excellent après-midi en compagnie de nos programmes.